Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline Forel, je suis bénévole au sein de l'association Collectif BAMP et je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde sur les groupes de parole des grossesses arrêtées. Je vais laisser déjà la parole à chacune des personnes ici présentes pour se présenter et après je vous fais une petite explication de ce qu'est l'association. Céline, on vous écoute. Alors, donc moi, je m'appelle Céline Vicret, je suis sage-femme coordinatrice depuis 3 ans et demi pour le réseau de santé périnatal parisien. Véronique. Donc, je suis Véronique Balu-Vernet, je suis psychologue, psychanalyste et j'interviens dans le champ du début et de la fin de vie et je collabore avec le réseau de santé périnatale depuis de très nombreuses années. Et Sylvie, je vous écoute. Oui, bonjour, je m'appelle Sylvie Mauriette, je suis psychologue clinicienne, je travaille à Créteil dans une unité d'assistance médicale à la procréation où je soutiens et j'accompagne les patients pris en charge dans notre service. Donc, je tenais déjà tout à vous remercier d'être présente aujourd'hui, d'avoir répondu à cet appel et du temps du coup que vous nous dédiez. L'association Collectif BAMP, c'est une association qui traite de tout ce qui touche à l'AMP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'AMP, ça veut dire aide médicale à la procréation. Anciennement, on parlait de termes de PMA, procréation médicalement assistée. L'association, du coup, traite de tous les domaines, que ce soit de l'AMP en intraconjugal, donc au sein d'un couple, mais aussi la parentalité solo et la parentalité avec le don de gamètes, que ce soit en France ou à l'étranger. On a la chance d'avoir une association qui travaille à différents niveaux. Au niveau national, on est en travail et en collaboration avec les grandes instances. Comme le gouvernement, on a pu aider à rédiger le projet de fertilité qui a été sorti en février 2022. Et on travaille aussi avec l'Agence de la biomédecine par rapport à la fluidification des parcours des patients. Vous pouvez aussi retrouver nos actions au niveau local. Nous avons des antennes un petit peu partout en France et généralement, les actions qui sont faites de manière locale correspondent à des groupes de parole sur différentes thématiques. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller voir notre site internet ou nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une thématique assez particulière qui nous touche et donc pour laquelle l'association a une sensibilité particulière. Ce sont les grossesses arrêtées. Et pour pouvoir en parler, j'aimerais déjà demander à Céline Vicré, qu'est-ce que ça veut dire le RSPP? Qu'est-ce que c'est que ces 4 lettres? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Donc, RSPP, c'est Réseau de santé périnatal parisien. Donc, c'est une association loi 1901, mais qui est donc en contrat pluriannuel avec l'Agence régionale de santé. Donc, on répond à des missions de santé publique. Donc, il y a des missions, bien sûr, qui sont liées aux priorités régionales, hein. Alors, ça va être des missions, par exemple, je m'occupe, moi, du dépistage auditif sur le territoire, du dépistage de la surdité chez les enfants. Donc, je vais faire le lien entre les établissements, les acteurs de ville, les parents, pour vérifier que le dépistage se déroule bien et que lorsqu'il y a un diagnostic de surdité qui est réalisé, il soit fait au bon endroit et que les parents soient bien orientés. Voilà, c'est un exemple, mais il y a évidemment beaucoup de missions. Parmi l'une des missions du coup du réseau, vous organisez des groupes de parole. Ces groupes de parole, du coup, sont des groupes de parole pour les personnes vivant des grossesses arrêtées. Est-ce que je peux vous demander pourquoi le terme de grossesse arrêtée et pas le terme de fausse couche? Alors, le terme de grossesse arrêtée, c'est vrai qu'on l'a utilisé suite à beaucoup de retours d'usagères, enfin, de personnes concernées. C'est vrai que le terme fausse couche, bah, il dit qu'il y a quelque chose qui est faux. Alors, c'est un terme un peu ancien et malheureusement, il revient souvent parce qu'aussi, il est plus rapide à dire que grossesse spontanément arrêtée, hein. Il y a quelque chose peut-être aussi de voilà, de la facilité à le dire, mais c'est vrai que nous, c'est un terme qu'on évite d'utiliser tout à fait dès que c'est possible, parce que justement, il nous a été remonté que rien n'était faux dans cette expérience et qu'en effet, le terme fausse couche, il est pas tellement adapté à l'expérience des personnes qui vivent une grossesse arrêtée durant le premier trimestre. Oui, tout à fait, sachant qu'en plus, malheureusement, chez certaines de ces patientes, il y a des saignements qui amènent à se rendre compte que la grossesse s'est arrêtée. Mais pour beaucoup, la découverte se fait lors de l'échographie. Les Mm. patientes expérimentent à ce moment-là encore parfois même des symptômes de grossesse. Et donc, il y a vraiment un arrêt de la grossesse qui est validé par l'échographie, mais il n'y a pas forcément de symptômes en amont.
Depuis quand, du coup, le réseau organise-t-il ces groupes de parole? Alors, les groupes de parole, ils se sont montés donc avant que j'arrive, en 2017. Les retours qui nous étaient faits à l'époque, et notamment par des personnes qui avaient été concernées par des diagnostics de grossesse arrêtée, c'était qu'il y avait très peu de prise en charge derrière. Il n'y a parfois pas de prise en charge médicale à réaliser. Il y avait aussi des retours aux prises en charge elles-mêmes, avec une grande banalisation du corps professionnel, bien sûr, et du corps social. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, ça a été beaucoup plus médiatisé et cette parole-là, elle a pu être, je pense, entendue. En tout cas, elle est publique. Euh, cette grande banalisation de la grossesse arrêtée au premier trimestre, qui est parfois un moment où les femmes, les couples n'ont même pas annoncé la grossesse. C'est vrai que annoncer qu'on a perdu une grossesse en même temps qu'on annonce qu'on avait une grossesse, c'est pas forcément simple. Et il y avait effectivement beaucoup de banalisation de la part des soignants. Et c'est pour ça que c'est le réseau de périnatal parisien qui a porté ce projet, euh, qui est aussi porté par ailleurs, d'ailleurs par d'autres associations de bénévoles. Mais le réseau périnatal parisien a voulu apporter un petit peu le lien aussi avec les établissements, c'est-à-dire que dès que les groupes se sont montés, on a pu aussi faire des retours à nos établissements sur les prises en charge qu'on nous décrivait. Alors bien sûr, toujours anonymement, il n'y a jamais évidemment de retour nommé, mais par contre, ça nous a permis aussi de mettre en place des formations auprès des internes, de signaler aux chefs de service, aux différents chefs de service, qu'effectivement, il y avait des vraies problématiques de prise en charge, pas forcément médico-médicales, voilà, avec des termes qui étaient utilisés, qui n'étaient pas forcément bons, avec peu de rendez-vous qui avaient été proposés aux patientes après, et donc des femmes qui se retrouvaient quand même tout à fait démunies. Euh, et donc, c'est vrai que le groupe de parole nous a permis aussi de récupérer un peu cette parole-là et de pouvoir la faire remonter aux établissements. C'est vrai que depuis quelque temps, Véronique pourra le dire mieux que moi, les animatrices des groupes de parole, c'est vrai, font le retour qu'il y a moins de plaintes, on va dire, moins de défauts de prise en charge, moins de banalisation de la part des soignants. Ça n'enlève pas que c'est un deuil à faire, hein. Voilà, ça n'enlève pas la peine qu'elles peuvent avoir, mais c'est vrai voilà, nous on a tenu à ce que ça soit en effet organisé en binôme sage-femme ou médecin et psychologue pour pouvoir revenir à la fois sur la prise en charge médicale et les suites éventuellement lorsqu'elles ont des questions, les suites médicales, et puis aussi le vécu, le ressenti. Donc, Véronique, vous faites partie, du coup, de cette équipe de personnes qui animaient les groupes. Depuis combien de temps est-ce que vous le faites? Alors, je le fais depuis le début, donc depuis 2017, j'avais participé au groupe de travail préalable où il avait été émis l'idée et mis en place ces groupes dans la perspective qu'on ne souhaitait pas des groupes qui soient sur du long cours, mais des groupes sur une fois pour pouvoir accueillir, reconnaître et soutenir la parole des femmes et des couples qui venaient de traverser cet événement. Et du coup, comme l'a dit Céline, vous l'animez en binôme. Quel est, Oui. selon vous, l'intérêt de le faire à deux, cette animation, ou en tout cas l'accueil des patientes ou des personnes qui viennent? Alors, il y a un énorme intérêt à être à deux pour plusieurs raisons. Donc, moi, j'ai à chaque fois co-animé avec des sages-femmes parce qu'en fait, on peut circonscrire plusieurs dimensions, à la fois la dimension du corps, et comme l'a dit Céline, tout ce qui avait pu effracter le corps, tout ce qui avait pu raconter le corps, tout ce qui avait pu être mis à mal au niveau du corps. Et c'est vrai que pour beaucoup de femmes, il y avait des vraies incompréhensions, même après coup, de ce qui s'était passé. Il y avait eu énormément de peur d'avoir saigné, d'avoir eu un vécu corporel, en tout cas très compliqué, et vécu souvent dans la solitude de chez soi. Et donc, c'était important qu'il y ait un professionnel qui soit très au fait de toutes ces questions et de pouvoir répondre également aux participants sur tout ce qui pouvait encore après coup émerger dans une technicité propre aux sages-femmes sur ce qu'est une grossesse, comment ça se développe, comment ça se ne développe pas, éventuellement des raisons médicales, éventuellement des pistes comment dire, pour poursuivre sur des investigations au niveau génétique, etc. Donc ça, c'est un discours absolument essentiel, je trouve, qui est donc porté par la sage-femme.
quant à la présence du psychologue, eh ben, c'est d'être attentive à la dimension du groupe, à la dimension aussi de la psyché. Et puis, je trouve que compte tenu de l'intensité de ces groupes, hein, puisque ce sont des groupes où la détresse s'exprime, où il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup oui, de désespoir, on n'est pas trop de deux pour pouvoir assurer un espace contenant dans lequel la parole peut se livrer, peut se déposer et qu'on puisse faire en sorte que d'être venu là et que les personnes aient pu parler leur permettent de repartir avec un nouvel élan. Oui, et Voilà. puis c'est vrai que le fait d'être deux, il y a une synergie aussi, je pense, qui s'installe dans le binôme et qui permet à chacune de compléter ce que l'autre a dit et de pouvoir en effet tout entendre. Voilà, en tout cas d'être attentif vraiment à la plus grande partie de ce qui est dit et d'assurer un moment où les participants vont être entendus, quelles que soient leurs questions. Et du coup, vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu plus tôt, la personne va venir du coup accompagnée ou seule. Est-ce que l'accompagnant, c'est forcément le partenaire de vie ou est-ce que du coup les personnes peuvent venir accompagnées de quelqu'un d'autre? Alors d'expérience, la plupart des personnes sont des femmes et viennent seules. Euh, alors parfois avec l'idée qu'il y a une parole qui est nécessaire en dehors du couple et qu'il y a aussi peut-être l'importance d'un collectif entre pairs ou entre femmes plutôt, et que pour parler de son intimité physique et psychique, il est mieux d'être seul. Néanmoins, de mon expérience, des hommes sont venus, des couples, enfin, des partenaires sont venus. Et c'est, je crois, absolument essentiel. Enfin, c'est pas que je crois, je suis sûre même que c'est absolument essentiel de faire une place aux hommes, aux pères, même s'ils ne sont pas là. En tout cas, ils ne sont jamais absents du discours des femmes. Et il a pu arriver une fois où quelqu'un est venu accompagné de sa sœur, voilà, pour ne pas venir toute seule. Mais ça, pour moi, en tout cas, ça a été exceptionnel. D'accord. Et en moyenne, à peu près, il y a combien de participants dans ces groupes? Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde? Est-ce que ce sont des groupes un petit peu plus intimistes? Oui, ce sont des groupes à taille relativement réduite, puisque, alors j'ai pas fait les stats sur le nombre de participants, mais je pense qu'on pourrait dire, et Céline confirmera ou non, mais à peu près 5 participants en moyenne, avec des groupes qui ont pu être un peu plus nombreux et des groupes qui ont pu être moins nombreux. Mhm. C'est ça. Donc, le fait d'être en petit nombre et je dirais entouré, accompagné, soutenu par les deux animatrices, parce que je sais pas, enfin en tout cas moi j'ai que travaillé avec des femmes, ça permet aussi que la parole puisse se déplier plus facilement que dans un grand groupe, puisque quand même dans la façon que nous avons travaillé, il y a vraiment un temps pris avec chacune pour qu'elle puisse raconter ce qu'elle a traversé, pour qu'il puisse y avoir un partage d'expériences, pour il y ait vraiment des interactions au sein du groupe, puisque le projet c'est que quand même, ça ne soit pas une consultation de deux spécialistes, entre guillemets, ça soit un moment où il y ait une circulation de la parole entre elles ou entre ils, enfin, en tout cas au sein du groupe, qui favorise aussi peut-être à la fois un décentrage de soi et aussi le fait de partager dans la communauté. Oui. Hein, c'est vrai que un des propos qui était souvent qu'il y avait une banalisation de ces grossesses précocement arrêtées dans le discours social. Là, le fait que les personnes puissent se retrouver entre elles, c'est une façon aussi, même sociale, à petite échelle, de pouvoir dire, je ne suis pas seule à avoir vécu ça, et ce n'est pas rien. Oui, c'est vrai que l'esprit généralement d'un groupe de parole, c'est aussi qu'il y ait de l'échange en fait entre les participants. Et donc le fait qu'il n'y ait pas 30 personnes dans une pièce, ça facilite aussi C'est ce- ça.
ce type d'échange. Vous, du coup, vous travaillez en ville. Est-ce que vous pensez que ces groupes de parole sont compatibles et utiles avec un suivi en ville et en plus, même si je suis suivie en ville, je peux venir au groupe de parole? Oui, là aussi, il n'est pas rare que des participantes témoignent du fait qu'elles ont un suivi thérapeutique, mais qu'elles ont besoin à un moment donné de ce pas de côté vers d'autres femmes et peut-être d'être entendues au-delà de la singularité de leur propre trajet. Donc, ça ne me paraît pas du tout incompatible. Je crois vraiment à l'importance, enfin je crois, c'est pas une croyance, c'est aussi à l'écoute des groupes auxquels j'ai participé, de la nécessité d'être, euh, je sais pas, j'allais dire dans un espèce de maternage, ou en tout cas de retrouver quelque chose du féminin un peu autrement. Et d'ailleurs, c'est pas rare que les femmes puissent témoigner des difficultés avec leur mère aussi. En tout cas, qu'il y ait un entourage n'empêche pas une parole singulière dans un endroit pour un travail thérapeutique, puisque encore une fois, chacune des expériences est tout à fait singulière, amène chacune à revisiter aussi la façon dont cet événement peut prendre sens pour elle, mais il n'empêche que de le dire dans un entre-soi, je trouve, a des effets thérapeutiques, même si c'est pas ça que nous visons d'emblée, mais on va dire de surcroît, il y a des effets thérapeutiques à pouvoir entendre qu'on n'est pas seul, que d'autres ont vécu différemment, et ça permet même d'enrichir, je pense, pour chacune son propre trajet. Oui, et puis c'est vrai que autant le suivi en ville, c'est souvent en fait un binôme, hein, le thérapeute et puis le patient. Autant là, c'est vrai que sur le groupe de parole, bah, du coup, il y a des échanges et des discussions entre les personnes et du coup, ça a son intérêt. Donc les groupes Oui, sont vraiment ouverts à toute personne de tout venant, quel que soit son suivi en dehors. tout Au à niveau fait. du coup de la thématique qui est abordée, on parle du coup forcément du deuil périnatal. En- Au niveau de l'imaginaire collectif général, on parle d'étapes du deuil. Est-ce que selon vous, ces étapes du deuil, elles sont existantes aussi dans le cas du deuil périnatal? Oui, bien sûr. C'est vrai que ces grossesses précocement arrêtées amènent à pouvoir faire le deuil d'être mère, à pouvoir faire le deuil de l'enfant qui est déjà investi, hein. Il faut savoir que quand une femme a un désir d'enfant, c'est déjà un enfant, c'est déjà un bébé qu'elle porte, hein. Elle ne porte pas un embryon. Et donc, elle va être soumise à la question de la perte, du manque et du vide qui peut s'ouvrir quand on est en deuil. Et donc, par rapport à ces étapes du deuil, on retrouve là aussi beaucoup un sentiment de culpabilité, de qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'aurais dû faire et qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que cet enfant, enfin, je puisse le porter. Beaucoup de colère aussi, mais je crois qu'il faut aussi se préserver de vouloir trop coller quelque chose de ces fameuses étapes du deuil, puisque vraiment, pour chacune, il va y avoir une façon de traverser ce moment-là. Et ce moment, on peut le qualifier d'événement. C'est un événement. Et chacune va le traverser à sa manière. Hein, et on le voit bien dans le discours des femmes. Certaines veulent un arrêt maladie, par exemple, pour acter non seulement socialement, mais aussi pour pouvoir se reposer, pour pouvoir prendre un temps à soi, donc avec la notion d'une temporalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir être dévasté de chagrin, le fait de pouvoir en parler ou non, et d'autres, au contraire, vont vouloir retourner au travail parce que voilà, il faut pas, on ne peut pas s'arrêter. Et donc ça, c'est à respecter. C'est pour ça que je disais, on ne peut pas calquer voilà, des espèces d'étapes comme ça où il y a le moment de vie où chacune est, où elle vit ce qui vient de se passer, parfois comme un traumatisme, et de façon à ce que ça ne s'inscrive pas comme traumatisme, c'est-à-dire quelque chose qui vienne empêcher, mais plutôt quelque chose qui puisse
prendre sa place dans l'histoire de la femme et aussi, que je parlais de temporalité, qu'il y ait un temps pour pouvoir désinvestir, voire réinvestir une nouvelle grossesse si c'est le projet du couple. D'accord. Merci beaucoup du coup pour toutes ces informations. Céline Vicré, vous avez pris contact en 2022 avec du coup l'association collective BAMP. Dans quel but était cette prise de contact? Oui, en effet, en fait, depuis 18 mois, 2 ans, les animatrices des groupes me remontaient qu'il y avait des femmes, des couples, qui assistaient à ces groupes et qui étaient dans des parcours d'AMP. Avec toute la spécificité que ça peut être de vivre un tel parcours. Et c'est vrai que on a un peu réfléchi ensemble sur comment est-ce qu'on pourrait peut-être apporter un appui plus spécifique à ces femmes et ces couples. Parce que c'est vrai que les animatrices, donc notamment sages-femmes, médecins, mais aussi certaines animatrices psychologues, n'avaient pas du tout d'expérience d'accompagnement des couples en AMP. Et en tout cas, d'un point de vue médical, clairement, il y a vraiment des spécificités qui sont à prendre en compte, hein, puisque évidemment, il y a tout l'encadrement, c'est quand même ultra médicalisé. Donc, il y a la connaissance à la fois des parcours, à la fois des différentes techniques. Et puis, on voyait bien qu'on n'avait pas exactement les mêmes profils non plus de couples. Je dis couple exprès parce que c'est justement beaucoup ceux qui sont venus en couple et beaucoup des hommes qu'on a eus dans les groupes étaient issus, j'allais dire, de parcours PMA, de parcours d'AMP. Et on s'est dit qu'effectivement, probablement qu'il y avait un investissement de l'homme dans ses parcours qui expliquait peut-être aussi cette présence plus régulière. Et en fait, on a réfléchi ensemble en se disant peut-être ça serait intéressant qu'on propose quand même quelque chose de spécifique, mais évidemment, pour pas réinventer la roue, l'idée c'était d'abord de regarder s'il n'y avait pas d'autres groupes de parole qui existaient pour ces couples vers lesquels éventuellement on aurait pu aussi les rediriger. Et donc, en faisant des recherches, effectivement, bon, je connaissais déjà le collectif BAMP, mais c'était l'occasion de s'intéresser un petit peu plus près à ce que vous pouviez proposer aux personnes concernées. Et j'ai vu qu'il y avait effectivement des groupes de parole qui étaient organisés, certains thématiques, d'autres pas. Et donc, j'ai contacté le collectif en disant, est-ce que ça vous intéresserait de faire un peu les mêmes modalités, de retrouver un petit peu les mêmes modalités que celles qu'on proposait, c'est-à-dire avec un professionnel du champ médical et un professionnel du champ psychologique, pour pouvoir aborder ces grossesses qui s'arrêtent, alors pour le coup en AMP souvent très précocement, enfin parfois on le sait vraiment très précocement et encore plus qu'évidemment que quand c'est une grossesse spontanée. J'ai pu du coup rencontrer des responsables de l'antenne 75, dont Céline Forel. Voilà, et donc l'idée c'était de réfléchir ensemble, est-ce que c'était pertinent, est-ce que ça venait pas se surajouter à une offre qui existait déjà, enfin voilà, c'était de voir si c'était cohérent de proposer cette modalité-là à ces couples-là. Et oui, tout à fait. C'est vrai que nous, bah, du coup, sur l'antenne parisienne, on essaye d'avoir cette rythmicité de un groupe de parole par mois, mais afin de pouvoir convenir à plus de monde, on ne pouvait pas se permettre de faire toujours sur cette thématique. Et c'est en ça que, du coup, votre proposition avec le réseau de créer des groupes de parole organisés par le réseau, mais sur cette thématique et à destination des personnes en parcours ou ayant été en parcours, elle était intéressante. Pour ce faire, on a monté des groupes de travail auxquels vous avez eu la gentillesse de participer, Sylvie Moriette. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si pendant ces groupes de travail, les professionnels de santé qui étaient présents de différents centres étaient en faveur de la création de ces groupes de parole? Alors oui, c'est vrai que l'idée d'ouvrir des groupes de parole intitulés Grossesse arrêtée, hein, aux patientes engagées dans l'AMP, dans les parcours d'AMP, nous a vraiment semblé être une piste très pertinente. C'est vrai que nombreux sont les femmes et les couples qui en AMP considèrent qu'un transfert d'embryon, une insémination est déjà le début d'une vie. Donc, ça génère chez ces patients un investissement, parfois même un surinvestissement, qui est proportionnel aussi et en lien, en tout cas, avec la durée du parcours et les difficultés auxquelles nos patients ont pu être confrontés jusqu'à la survenue voilà, du transfert embryonnaire ou de l'insémination. Donc, c'est vrai que souvent, on constate que les patients mettent à distance les risques hein, qui peuvent surgir
pour continuer à garder vraiment l'espoir d'une grossesse, hein, et l'arrivée d'un enfant. Mais dans la réalité, lorsqu'ils découvrent un résultat négatif à la première prise de sang, ou quand ils ont un diagnostic de grossesse non évolutive à la toute première échographie, hein, très, très tôt, hein, puisque à peu près à 1 mois après le transfert embryonnaire ou l'insémination, ou quand ils vivent une fausse couche très précoce, et ben, ce sont des moments qui représentent de véritables épreuves pour eux. Et parfois, les médecins, souvent, les nomment en fait ces moments-là des échecs de tentative, mais on se rend compte, et moi je me rends compte tous les jours, que pour les patients, ce ne sont pas des échecs de tentative, mais ce sont vraiment des grossesses arrêtées. Et même si nous cherchons à apporter un soutien lors de l'annonce du résultat, ben, on n'est pas forcément là pour mesurer le ressenti, le vécu psychique dans l'après-coup de l'annonce et parfois même dans la répétition de la perte. Euh, donc ces groupes sont vraiment une valeur ajoutée dans le soutien et l'accompagnement, en plus des temps individuels qu'on leur propose ou en couple. C'est vraiment un temps précieux, je pense, pour pouvoir élaborer, donc parler de ces vécus et ressentis. Oui, et puis c'est vrai que un des arguments qui était ressorti de ces groupes de travail, c'était aussi le fait que les groupes de parole avaient lieu en dehors du centre ou en dehors du cabinet du gynécologue. Des fois, les personnes qui, du coup, ont eu ce diagnostic de grossesse arrêtée, ils ont un petit peu du mal à retourner sur les lieux de l'événement. Et c'est vrai que de pouvoir le faire en ville, ça permettait d'amener une certaine distance qui était propice. Du coup, Sylvie Mauriel, vous travaillez dans un centre de fertilité. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quel est votre rôle, quelles sont vos missions, en quoi consiste en fait votre travail? Oui, bien sûr. Donc, dans notre centre d'AMP au Centre hospitalier intercommunal de Créteil, nous sommes une équipe pluridisciplinaire assez soudée, je dois dire. Et nous sommes conscients de la difficulté pour nos patients d'accepter qu'un centre d'AMP avec ses techniques médicales puisse être un partenaire dans leur projet d'enfant. Nous savons que la confrontation à l'infertilité, aux techniques d'AMP, aux échecs de tentative, au temps qui passe, font vraiment éprouver de grandes difficultés et que la famille, l'entourage ou le monde professionnel, et parfois tout en même temps, peuvent se montrer assez indélicats, souvent par ignorance d'ailleurs. Et nous savons que le parcours peut révéler chez nos patients des failles dans leur personnalité, des fragilités psychiques, un sentiment de solitude, même en étant bien entourés. Donc les patients arrivent à ma consultation spontanément ou adressés par un médecin, une infirmière, une aide-soignante, une secrétaire. Donc vraiment, tout le monde participe à orienter les patients quand c'est nécessaire vers la consultation psychologique. Et je leur apporte, quand ils se présentent, quand ils prennent le temps de venir à cette consultation, mon soutien à tous les moments du parcours, lors de consultations individuelles ou en couple, ou lors de groupes de parole, puisque à Créteil, nous avons monté depuis quelques années des groupes de parole, pas seulement sur les échecs de tentative, donc les grossesses arrêtées, mais des groupes de parole plus, et je reviendrai sur cet aspect-là, plus sur le vécu et le ressenti dans un parcours d'AMP, et surtout de pouvoir partager ensemble tous ces vécus et ressentis. Donc, dans ces espaces distincts qui sont vraiment différents, que ce soit les consultations dans le bureau ou pendant le groupe de parole, il s'agit déjà de se poser pour se rencontrer et de s'ouvrir à la mise en mots, en douceur et surtout au rythme de chacun. Il s'agit aussi, bien évidemment, d'accueillir donc ces vécus et ce ressenti,
qui parfois sont pour eux difficiles à élaborer, à parler en dehors d'espaces un peu spécifiques. Et ça, d'aborder ça ici, sans tabou, ni jugement, et bien évidemment avec respect, enfin bien évidemment, mais c'est mieux de le préciser, avec respect et bienveillance. Souvent, ça peut être l'occasion pour certains de faire des liens avec leur histoire, de faire des liens avec des traumas, de faire des liens avec des choses qu'ils n'avaient pas imaginé même pouvoir parler, mais pour lesquelles ils peuvent être rattrapés en fait, hein, avec voilà dans ces parcours. L'autre temps que nous prenons, ou en tout cas ensemble, c'est de considérer leur histoire, hein, leur histoire singulière de vie, leur histoire familiale, leur histoire conjugale, leur histoire professionnelle aussi, sociale, amicale, de voir un petit peu dans quel contexte l'AMP arrive, sachant que pour chacun, c'est un contexte qui est différent. Et donc, à travers tout ça, l'objectif principal est quand même de soutenir et d'accompagner psychologiquement donc au cours de la prise en charge médicale. Mon rôle consiste aussi dans ce service d'AMP à alerter les médecins, les soignants, lorsque des fragilités sont trop prégnantes chez certains patients, pour ne pas plus les fragiliser et pour qu'ils puissent, donc les soignants, composer avec la réalité de ce que les patients vivent dans un parcours d'AMP et qu'ils n'ont pas toujours le temps d'accueillir, de percevoir en consultation ou lors des examens gynécologiques. Enfin, pour parler plus précisément des groupes de parole que nous organisons, ils sont vraiment un formidable espace qui permet de réunir des personnes qui sont confrontées à des problématiques communes, bien que différentes, et d'essayer de lutter ensemble contre le sentiment de solitude qui peut découler de leur vécu et de leur vécu du parcours, en fait. La parole, en général, se libère assez bien, sans jamais être forcée dans un moment de partage et d'échange. Mais il y a une telle générosité, en général, de chacun que c'est vraiment intéressant et parfois très émouvant de pouvoir donc confronter les différents besoins, les différentes sensations qu'ils expriment. Et riche des expériences de chacun, nous parcourons vraiment ensemble. Par la libre association, il n'y a pas de thème préétabli. Par libre association d'idées, donc leur chemin, leurs questions et leurs doutes. Donc c'est ce à quoi je m'efforce de faire en fait depuis que j'ai commencé voilà, à travailler dans ce service il y a maintenant presque 10 ans. Oui, ça vous fait plein de belles missions. Est-ce que le suivi psychologique, il est obligatoire quand on est en parcours? Alors non, il est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire du tout. Et les deux consultations psychologiques qui obligatoires en début de parcours pour les femmes engagées seules en AMP ne sont pas considérées comme un suivi, hein. C'est vraiment plus deux consultations d'évaluation euh, qui sont prévues par la loi. Après, libre à chacun de se diriger vers la consultation psychologique. Toutefois, il arrive que les médecins, les soignants nous adressent des patients qui, sans leur repérage de fragilité, n'auraient pas fait la démarche seuls de venir consulter. Et donc, on reçoit certains patients qui se présentent à nos consultations sans demande de prise en charge psychologique.
Et c'est alors une belle opportunité pour nous de repérer les difficultés, de pointer les fragilités et d'aider les patients à les identifier, à les nommer et si possible à revenir nous en parler. Est-ce que vous savez si du coup tous les centres d'AMP aujourd'hui en France sont dotés de tant de psychologues ou certains n'en ont pas? Alors, je pense que la plupart des centres proposent aujourd'hui un soutien et un accompagnement psychologique, d'autant plus avec l'arrivée de la loi de bioéthique qui nous oblige à évaluer avec les équipes médicales le projet des femmes qui s'engagent seules dans une AMP. De là à dire qu'il y a plusieurs psychologues par centre, je ne pense pas que cela soit la réalité actuelle en France. Oui, c'est vrai qu'il y a certains centres qui sont publics, d'autres privés, d'autres mi-privés, mi-publics. Donc, les financements sont pas les mêmes. Et en effet, je pense que tous les centres, malheureusement, n'ont pas la possibilité d'avoir des temps de psychologue. D'où l'intérêt aussi d'avoir des réseaux comme celui de où travaille Céline, qui permettent voilà, d'accueillir des temps de psychologue pris en charge et où du coup les personnes peuvent se rendre gratuitement. J'imagine du coup que du fait de la longueur et de la difficulté des parcours, l'obtention et l'arrêt de la grossesse chez ces personnes-là, elle a une tonalité un petit peu différente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Sur précisément l'arrêt de la grossesse ou sur la grossesse en général? Plutôt sur l'obtention et l'arrêt, j'imagine que ce soit Alors, l'obtention alors, ou l'arrêt. oui, oui. Alors effectivement, je pense que, et je suis convaincue qu'une grossesse qui est survenue dans un parcours d'AMP n'est pas la même qu'une grossesse spontanée. Ça, j'en suis convaincue. Et dans ces parcours, les parents se projettent rapidement hein, en tant que parents, peut-être parce que la durée des parcours est longue et que leur infertilité en général, voilà, un minimum un an, mais c'est rarement qu'un an en fait. Hein. C'est des parcours qui peuvent prendre plusieurs années. Et dans cette absence de concrétisation de leur projet, c'est vrai que il y a une projection qui s'opère très tôt en fait sur la parentalité. Mais ça signifie aussi que rarement dans les consultations psychologiques, en tout cas parmi les patients que je reçois, la grossesse, qu'elle soit voilà, la grossesse, quelle qu'elle soit, n'est évoquée en fait. Elle est il est vraiment nécessaire, après un parcours long et difficile en PMA, de soutenir aussi les femmes, les couples lors de la survenue d'une grossesse tellement attendue et parfois aussi tellement redoutée. La grossesse est effectivement beaucoup plus précieuse, je pense, quand elle survient dans un parcours d'AMP que quand elle arrive spontanément, parce que les patients, les femmes, sont vraiment conscientes de la difficulté à avoir pu obtenir en fait leur grossesse. Donc, oui, elle prend une place très particulière et les répercussions d'une grossesse arrêtée entraînent, je pense, un bouleversement psychologique encore plus important que lors d'une grossesse spontanée, où les femmes ne sont pas passées en fait par toutes ces étapes qui constituent en fait les parcours d'AMP de chacune. Et oui, il est vrai qu'au-delà du deuil qu'elles vont devoir faire, le fait que la grossesse s'arrête, ça veut aussi dire pour elles la reprise de tout ce parcours, avec du coup la reprise de traitement, la reprise de rendez-vous médicaux, les lenteurs aussi qu'il peut y avoir, alors que c'est vrai qu'un couple qui a pu obtenir sa grossesse spontanément, il y aura cette phase de deuil, mais il n'y a pas tout le côté très médicalisé derrière qui aura lieu.
Aujourd'hui, du coup, ces groupes de parole que l'on a créés, ils existent. Ça fait même plusieurs mois maintenant qu'ils ont débuté. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, Céline Vicré, quand est-ce que ces groupes de parole ont lieu? Oui. Alors les groupes, donc on les a démarrés au mois de juin, sachant que juillet-août, on n'a pas proposé de groupe parce que c'est la période estivale et que bien que nous, on aurait pu se rendre disponible, on s'est dit que probablement on aurait peu d'inscriptions à ce moment-là. Donc il y a eu effectivement un groupe qui s'est déroulé au mois de juin. Celui du mois de septembre, on l'a annulé parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions. Donc ça montre qu'on a encore un travail à effectuer sur la diffusion de l'information et notamment par les centres de fertilité. Alors, parisiens pour ce qui me concerne, puisque je travaille avec les établissements parisiens, mais en dehors de Paris aussi. Je pense qu'on a encore un travail pour faire connaître ces groupes. Je me permets juste d'ajouter sur ce que vous disiez avant, que ce qu'on avait entendu aussi parfois dans les groupes, et c'est une dimension qu'il n'y a pas sur une grossesse spontanément produite, j'allais dire, c'est parfois le questionnement du deuil de la parentalité dans son ensemble. C'est-à-dire que nous, dans les groupes de parole, on s'est aperçu qu'on avait des couples qui avaient 42, 43, 44 ans, avec un vrai questionnement sur peut-être ça ne fonctionnera pas du tout. Et ça, c'est un questionnement qu'on n'avait pas du tout pu engager, évidemment, sur des grossesses spontanées où on a souvent des personnes plus jeunes qui ont parfois eu d'ailleurs des enfants ou qui vont probablement en avoir. Et c'est vrai que ce questionnement-là, il peut être vraiment particulier à venir toucher du doigt, parce que on perd pas juste une grossesse, on perd peut-être la possibilité d'être parent un jour. Parce que surtout quand ça se répète, on n'est pas certain qu'à la fin, on va quand même pouvoir finir par être parent. Et c'est vrai que ce questionnement, il est très particulier. Pardon, j'ajoutais juste ça. Les groupes que l'on prévoit, on les a prévus mensuellement pour le moment. Donc, il y en a un prévu en mois d'octobre, un en novembre, un en décembre. On va bientôt programmer ceux du reste de l'année. On attendait de voir un petit peu comment les inscriptions aussi se déroulaient et si ça répondait vraiment à un besoin des personnes. Mais après, voilà, avant de répondre à est-ce que ça répond à un besoin, il faut qu'on diffuse suffisamment parce que je pense que voilà, il y a encore une diffusion qui est pas encore assez optimale, mais on va y travailler. De toute façon, même sur les groupes de parole, grossesse spontanément arrêtée, on avait mis du temps aussi à avoir une diffusion par les établissements parisiens. Aujourd'hui, c'est vrai que quasiment tous les établissements qui ont des urgences gynécologiques à Paris, lorsqu'ils font un diagnostic de grossesse arrêtée, ils donnent l'information, on a un petit flyer exprès, ils donnent aux patientes le flyer pour qu'elles sachent que ça existe. Après, évidemment, elles s'en emparent ou pas, mais elles savent que ça existe. Donc là, je pense que ce travail-là, il faut juste qu'on le fasse, mais j'ai confiance dans les centres de fertilité de Paris. Je pense qu'on va réussir à faire en sorte que au moins les personnes soient au courant. Après, effectivement, elles s'en saisiront ou pas en fonction de ce qu'elles veulent. Et oui, tout à fait. D'où aussi l'intérêt aujourd'hui de cette table ronde, c'était de vous informer un petit peu, voilà, de tout ce qui peut être possible de faire. Que, en effet, là, ce sont des groupes qu'on a la chance d'avoir pu créer sur Paris. Que si le modèle, en effet, répond à un besoin, on pourra essayer de le développer aussi un petit peu plus partout en France, ou en tout cas là où il y aura nos différentes antennes, des réseaux de périnatalité qui seront là aussi pour nous aider et pour nous soutenir. Je vous remercie toutes les trois pour la qualité des informations que vous venez de nous délivrer. Sachez que du coup, sur nos réseaux sociaux, si vous êtes intéressé pour participer à ces groupes de parole, vous retrouvez en effet l'affiche que Céline est en train de vous montrer. On la fera bien sûr à nouveau diffuser. Pour s'y inscrire, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez en effet un petit QR code à scanner. On demande aux personnes de s'inscrire pour être sûr que justement on soit suffisamment en nombre. Parce que l'idée, c'est que comme on anime les groupes de parole en binôme, difficile de se retrouver avec juste un ou deux participants. L'idée, c'est quand même de créer un groupe dont on discutait tout à l'heure avec Véronique pour qu'il y ait des échanges. Et de ce fait, on ne vous demande pas forcément des données identifiantes, mais on vous demande au moins de vous inscrire par mail pour que l'on puisse savoir voilà, si les gens sont intéressés ou pas. Donc, vous retrouverez sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, sur les sites aussi bien sûr du réseau de périnatalité parisien, cette petite affiche avec ce QR code. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Je sais que les personnes qui participent à la semaine de sensibilisation à l'infertilité ne sont pas forcément des personnes en parcours, donc si vous avez connaissance de personnes dans votre entourage qui sont en parcours, n'hésitez pas à leur en parler. Il y a quand même encore aujourd'hui en France un très gros tabou sur le premier trimestre de la grossesse, sur les grossesses arrêtées de manière générale. Et plus on en parlera, plus on se rendra compte que
c'est un phénomène qui malheureusement est fréquent. On a beaucoup de grossesses qui aujourd'hui s'arrêtent en France, que ce soit en parcours ou hors parcours. Et le fait d'en parler peut vraiment permettre de mieux soutenir les gens et, entre guillemets, mieux vivre cet événement de la vie. Et je ne sais pas si l'une de vous veut rajouter quelque chose. En tout cas, moi, je vous remercie. Merci. Merci Merci beaucoup. également, merci À également. toutes. Mm.